Il est 19h11. Je crois qu'on a 2 retardataires, mais ils vont arriver, ils vont prendre en cours. Bonsoir, bienvenue pour ce dernier conseil municipal avant la trêve estivale. Comme à chaque conseil municipal, nous allons démarrer celui-ci par le quart d'heure citoyen. On a 3 questions, dont des questions doubles, voire triples, et des grandes questions que je vais vous lire tout de suite. Donc la première question. Bonjour, je voudrais poser quelques questions complémentaires au débat relaté dans le magazine 8, Piriac-sur-Mer de juin 2025, pages 6 et 7. Si à la demande de toujours plus de chicanes, de resserrements à une voie et de dodanes et autres plateaux casse-vitesse sur un nombre toujours plus grand de rues, M. Geslan a apporté des réponses très sensées concernant les axes prévention et répression et concernant la planification et la maîtrise des budgets d'investissement. L'article laisse cependant penser que dès lors qu'un individu demande des chicanes et des dodanes pour sa rue, c'est automatiquement admis. Pourtant, 2 grands types de questions se posent. La première est « Pourquoi dans cette rue ?» Y a-t-il dans les rues mentionnées une école, un centre de vacances, autre qui justifie d'un grand nombre de traversées de piétons plus conséquents qu'ailleurs? Y a-t-il des problèmes de visibilité, de chaussée, autres qui augmentent le risque d'accident contre piétons ou vélos par rapport à d'autres rues? Pour les rues mentionnées dans l'article, aucune de ces justifications n'est apportée. On a l'impression que l'on est face aux convictions personnelles, voire à l'intérêt personnel et non collectif de chacun. La deuxième est « Pourquoi ce type de moyen est-il systématiquement privilégié comme si c'était la seule bonne solution ?» Tout le monde comprend que la fonction est de casser la vitesse, mais chicane et réduction à une voie créent des bouchons en heure de pointe, créent une zone de conflit qui n'existait pas avant, chacun estimant selon ses critères personnels si celui d'en face a le temps ou pas de passer. Certains accélèrent pour faire valoir leur droit de passage et génèrent un danger. Ces constructions sur la chaussée peuvent créer aussi des problèmes d'écoulement des eaux de pluie. Cela s'est vu dans les quartiers de Nantes. Dodanes et plateaux abîment les véhicules. Une voiture qui, sans faire exprès, passe un peu trop vite peut perdre le contrôle à cause du plateau. À l'heure de l'IA, ne peut-on pas avoir des alertes visuelles, des radars prenant l'immatriculation, des décomptes du nombre d'excès de vitesse de la même voiture, avertissement du conducteur d'une amende à la prochaine récidive? Des messages sonores, on pourrait même rêver d'un système de bord de route qui active automatiquement le limiteur de vitesse des véhicules, etc. Ce ne sont que des exemples, pas analysés à fond. Pourquoi n'y a-t-il pas une étude exhaustive, sérieuse de toutes ces solutions en privilégiant la fluidité du trafic à 50 km/h ou à 30 km/h, la responsabilité de chacun et le respect des autres? Je vais demander à Philippe Geslan de bien vouloir répondre à cette question. Bon, déjà, je remercie l'auteur de ce message pour ces questions qui vont à l'essentiel. Il est toujours précieux de pouvoir clarifier nos attentions, surtout lorsqu'il s'agit d'aménagements qui touchent directement la vie quotidienne des Piriaquais. Alors pourquoi certaines rues plutôt que d'autres? La sélection des voies à aménager ne se fait ni à la légère, ni au gré des demandes individuelles. Elle s'appuie sur des critères précis: circulation, présence d'équipements sensibles comme les écoles, structures jeunesse ou l'accès piétonnier important, constat d'accident ou retour d'expérience de la police municipale. Si certaines demandes de riverains sont effectivement à l'origine d'une étude, elles ne suffisent jamais à elles seules à déclencher un chantier, et bien souvent ces dispositifs sont précédés d'une période de test. Mais l'objectif reste toujours l'intérêt collectif, avec une attention particulière portée à l'équité d'un quartier à l'autre. Pourquoi ces dispositifs-là? Il est vrai que les ralentisseurs, chicanes ou plateaux n'ont pas que des avantages. Ils peuvent générer des ralentissements, des tensions entre conducteurs ou des désagréments pour les véhicules, mais à l'échelle d'une commune comme la nôtre, il reste aujourd'hui parmi les outils les plus fiables et éprouvés pour faire baisser la vitesse. Cela ne signifie pas qu'ils sont notre seule option. Nous sommes pleinement ouverts à la réflexion autour de dispositifs plus innovants, y compris pour ceux s'appuyant sur des technologies plus récentes. Toutefois, leur déploiement implique des coûts, un cadre légal encore en évolution et des exigences techniques que nous devons étudier sérieusement. En parallèle, nous travaillons à une meilleure lisibilité de la hiérarchie des voies et des vitesses autorisées pour lutter contre une certaine forme de délinquance routière, tout en veillant à ce que la sécurité ne se fasse pas au détriment de la fluidité ni du bon sens. En résumé, pas d'automatisme ni d'uniformité dans nos décisions. Chaque rue,
Chaque demande, chaque solution est analysée avec sérieux et parfois un petit brin de pragmatisme local qui fait notre charme. Merci Philippe. Deuxième question. Bonsoir mesdames et messieurs. À Piriac, nous savons accueillir les automobilistes, les camping-caristes avec des stationnements réservés, idem pour les cyclistes. Serait-il possible d'envisager pour les motards une consigne pour leur permettre de laisser leur casque et surtout leurs vêtements lorsqu'ils visitent notre commune? Cela se développe de plus en plus et est apprécié. Notre petite cité de caractère attire de plus en plus de visiteurs et malgré les contraintes liées à ce label, pourrait peut-être permettre ce service. Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à cette demande. Et c'est encore Philippe qui prend la parole puisqu'on est sur de la sécurité également. Là aussi, nous vous remercions pour votre question et pour l'attention surtout que vous portez à l'accueil de nos visiteurs. Effectivement, la question de l'accueil des motards et notamment celle d'un espace sécurisé pour entreposer casques et vêtements n'a pas encore été abordée par notre équipe. C'est toutefois une suggestion tout à fait pertinente qui mérite réflexion. Ce type de service, en plein développement dans d'autres villes touristiques, pourrait tout à fait s'inscrire dans notre démarche d'amélioration de l'accueil et du confort des visiteurs. Comme vous le soulignez, notre label Petite Cité de Caractère implique certaines contraintes, mais également une exigence de qualité d'accueil à laquelle nous sommes très attachés. Cette proposition pourrait donc être étudiée dans le cadre de futurs aménagements, en lien avec les services techniques et les acteurs locaux. Encore merci pour votre contribution constructive au rayonnement de notre commune. Merci Philippe. Et la troisième et dernière question. Bonjour, je souhaiterais que des informations relatives à Port-au-Loup soient discutées au prochain conseil municipal. Elles portent sur 2 points. La sécurité. Malgré les différents conseils et retours faits aux élus, rien n'a été fait pour assurer la sécurité des piétons devant la plage de Port-au-Loup. L'enfouissement des éclairages publics ne peut pas être une excuse quand force est de constater que rien n'est fait ni envisagé sans ceci. Il est indispensable de sécuriser cet axe ô combien dangereux et utilisé. Quand comptez-vous prendre le sujet sérieusement? La plage, deuxième sujet, la plage n'en est plus une malheureusement. Aucun entretien. L'herbe a désormais fait son retour, nettoyage ou ajout de sable comme pour les plages du centre-ville. La plage de Port-au-Loup se meurt et change de visage au fil des années. L'accès y est de plus en plus incertain. Les alentours laissés à l'abandon, c'est une honte. Kimiak a su faire de son littoral une vraie valeur ajoutée. Force est de constater que Piriac ne souhaite pas valoriser son si beau patrimoine. Merci des réponses et surtout des actions que vous entreprendrez sans tarder. Il est urgent de redonner à notre si belle région ses lettres de noblesse. Et je vais demander à Isabelle Lemonnier de bien vouloir répondre. Alors, en ce qui concerne la sécurité, tous les conseils et retours ont été entendus et analysés selon le processus évoqué par Philippe Gesselon. Une chicane a été installée la semaine dernière à l'endroit que vous évoquez. Il suffit juste de faire preuve d'un peu de patience. Et maintenant, en ce qui concerne la plage, comme nous pouvons le constater chaque année à cette époque, les plages sont modelées par la météo de l'hiver, en fonction de l'intensité et de l'orientation du vent, de la houle, notamment au moment des grandes marées. Cela a été particulièrement constaté il y a 2 ans, lorsque la plupart des plages avaient perdu presque 1 mètre de sable. Cette année, certaines plages de la commune se sont bien réensablées naturellement. D'autres, comme celle de Port-au-Loup, sont moins fournies. Mais la plage de Port-au-Loup n'a jamais été une plage de sable fin, contrairement à sa voisine Port-Esther, dont les caractéristiques géologiques et géomorphologiques sont comparables aux fameuses plages de Kimiak, Sorloc ou Janseria. Il faut savoir que les plages font partie du DPM, domaine public maritime, et que tout aménagement, y compris l'apport de sable, est soumis à autorisation de la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer. En tout état de cause, à Piriac, nous ne réalisons pas d'apport de sable, sauf cas exceptionnels pour des raisons de sécurité ou d'érosion. Ce qui est pratiqué sur certaines plages comme à Saint-Michel ou à Port-Boucher, c'est une répartition du sable qui a pu s'accumuler à une des extrémités. En effet, à Piriac, nous ne sommes pas à la boule. Nous avons la chance de bénéficier d'un patrimoine naturel extrêmement riche et varié sur le littoral. Plages de sable, plages de galets, criques, rochers, algues, coquillages. Et nous souhaitons le préserver au maximum en l'état, en laissant la nature le façonner.
Si le pourpier ou la roquette de mer pousse sur le sable, tant mieux. Ces plantes fixent le sable. Contrairement à ce que vous dites, nous ne laissons pas à l'abandon nos plages et leurs alentours, mais nous agissons de façon raisonnée en essayant de trouver le bon équilibre entre la préservation du patrimoine naturel et le confort des usagers. Ainsi, le chemin côtier a été refait à Port-au-Loup, justement, cet hiver, permettant un accès plus facile à tous. Autre exemple, les ganivelles posées en haut de la plage à Léra et à Port-Esther ont permis de retenir le sable et de protéger la dune. Nous pourrions étudier la faisabilité de ce dispositif à Port-au-Loup. Et pour finir, la commune de Piriac vient d'obtenir une étoile au guide vert Michelin. C'est une reconnaissance de l'engagement de la commune dans la préservation de son patrimoine bâti et naturel. Merci Isabelle pour cette réponse éclairée. Il y a des absents ce soir. Christophe Bizel donne pouvoir à Floriane Guignon. Stéphane Arien donne pouvoir à Xavier Ruel et Christelle Gallet donne pouvoir à Sophie Evin. Rodolphe, tu veux bien être secrétaire de séance? Oui. Donc Rodolphe Béron, secrétaire de séance. On va commencer par l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 3 juin 2025. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Donc on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors on va passer au sujet numéro 1. J'ai pas pris la délibération dans sa totalité parce qu'elle est un peu lourde et redondante. Je l'ai un peu simplifiée pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc c'est on demande l'avis de la commune de Piriac-sur-Mer au projet de révision du schéma de cohérence territoriale arrêté de Cap-Atlantique, La Baule, Guérande, Aglo. Donc nous devons rendre un avis sur le projet de révision du SCOT arrêté par Cap-Atlantique en avril. Pour rappel, le SCOT, donc schéma de cohérence territoriale, c'est le document cadre qui définit comment notre territoire va évoluer d'ici 2044 en matière de logement, d'économie, d'environnement, de mobilité, mais aussi sur les règles du jeu en urbanisme auxquelles nous serons tenus dans notre PLU. Ce document est donc fondamental pour Piriac. Il détermine ce que nous pourrons faire ou pas dans les prochaines années, en matière d'urbanisation, de construction ou de protection des espaces, mais aussi il sera le fil conducteur du PLU que nous allons réviser. Élément de contexte, donc Cap-Atlantique, La Baule, Guérande, Aglo a initié la révision du SCOT le 15 décembre 2022 pour s'adapter aux évolutions du territoire. L'objectif est de réévaluer les politiques d'aménagement et les équilibres territoriaux pour répondre aux objectifs du projet de territoire et intensifier l'aménagement résilient. Le processus de révision. Le Conseil communautaire a arrêté le projet de révision du SCOT donc le 24 avril 2025 après une concertation positive. Plus de 50 réunions de concertation ont eu lieu. Le dossier de révision a été notifié aux personnes publiques associées et aux communes membres. La commune de Piriac doit donc statuer sur le projet d'ici le 2 août 2025. En l'absence d'avis, celui-ci serait réputé favorable. L'objectif pour la collectivité. Le conseil municipal doit examiner le projet et mettre un avis accompagné de remarques ou observations. L'avis sera joint au dossier d'enquête publique prévu entre fin août et fin septembre 2025. Après l'enquête publique, le projet de révision éventuellement modifié sera soumis à l'approbation du Conseil communautaire de décembre 2025. Donc, le projet de révision du SCOT, ça concerne les 15 communes de l'agglomération, donc 3 en Morbihan et 12 en Loire-Atlantique. Il définit le projet stratégique et les orientations d'aménagement et d'urbanisme de Cap-Atlantique à l'horizon 2044 et comprend le projet d'aménagement stratégique et le document d'orientation et d'objectifs pour guider les documents d'urbanisme et les grandes opérations. Donc les trois grands axes du projet sont un territoire plus écologique et plus sobre qui lutte contre le dérèglement climatique. On parle ici de la réduction de l'artificialisation des sols, des mobilités douces, de la biodiversité. Un territoire équilibré qui offre du logement pour tous, développe des centralités comme Piriac et soutient une économie locale durable. Un territoire maritime et littoral à préserver avec un vrai focus sur la gestion du trait de côte, sur les risques, la qualité de l'eau et le lien terre-mer. Ce que ce SCOT peut changer concrètement pour Piriac. En ce qui concerne notre commune, plusieurs choses sont à retenir. Piriac est donc classé comme centralité, je viens de le dire, ce qui conforte notre rôle de bourg structurant à l'échelle du bassin de vie. Le SCOT prévoit une croissance démographique maîtrisée. À l'échelle intercommunale, c'est 440 logements par an,
qui sont inscrits au programme local de l'habitat. Pour Piriac, la répartition est cohérente avec notre taille et nos contraintes foncières, ainsi que notre capacité à accueillir sans dénaturer. Pour nous, il est prévu 15 logements à créer jusqu'à 2030, soit 90 logements, dont 20 à vocation sociale. Bien sûr, nous pourrons faire plus si des opportunités se présentaient. En matière de logement social, donc une nouvelle définition élargie inclut le BRS et le PSLA et le locatif social. Il est proposé avec des taux intégrés dans le PLU, mais qui restent adaptés au contexte local. Donc c'est un taux de 30% qu'on peut modifier selon notre contexte. Sur la loi littorale, donc les villages existants comme Léra ou Saint-Sébastien sont confortés en tant que secteur déjà urbanisé. Et nous avons demandé à ce que Terre-Neuve et Mélignac soient également reconnus comme secteurs déjà urbanisés pour ne pas être bloqués à l'avenir. Les points sensibles forts, donc il y a le ZAN, zéro artificialisation nette, et la gestion d'une trame écologique. L'objectif est bien de maîtriser l'étalement urbain, mais le nouveau SCOT laisse de la souplesse, avec une enveloppe à l'échelle du bassin de vie sur l'agglo de 167,5 hectares jusqu'à 2044. Pour Piriac, nous avons 6 hectares à déployer jusqu'à 2044. Nous avons la possibilité d'utiliser les dents creuses, le renouvellement urbain et les divisions parcellaires. Une nouveauté sur ce SCOT, nous pourrons légèrement étaler les zones déjà densifiées en lisière des centralités et villages déjà densifiés, ce qui n'était pas le cas dans le précédent. Il y aura la valorisation de la biodiversité et de l'eau, c'est une nouveauté également, par la création de nouveaux outils comme la carte de ruissellement et l'atlas de la biodiversité. Un point a été ajouté qui n'était pas dans le précédent, le recul du trait de côte. Donc le SCOT propose une stratégie commune avec Saint-Nazaire-Agglo et le CEREMA, avec lequel travaille Isabelle Lemonnier. Donc l'idée, c'est de stabiliser la capacité d'accueil en trait de côte et d'anticiper les éventuelles problématiques liées. Conclusion, ce SCOT est un cadre utile, à la fois stratégique et souple. Il nous donne les moyens de construire un PLU équilibré et durable. Il est plus abouti que le précédent. Je vous propose donc d'émettre un avis favorable avec une recommandation importante, faire reconnaître Terre-Neuve et Mélignac comme secteur déjà urbanisé. L'avis de la commune sera transmis à Cap Atlantique pour être intégré au dossier d'enquête publique. Les membres du conseil municipal sont donc ainsi invités à exprimer leur avis sur le projet de révision du SCOT arrêté visant à accompagner le développement durable du territoire par des réponses nouvelles aux attentes de cadre de vie des populations, mais aussi en étant proactifs face aux défis actuels et futurs, notamment climatiques, énergétiques et économiques. Je vais vous lire tous les vues et tous les considérants. Ils sont très nombreux, mais c'est important que je les lise parce que ça montre le travail qui a été fait depuis 2021 sur ce SCOT. Vu le Code général des collectivités locales et en particulier les articles L2121-20 et suivants, vu le Code de l'urbanisme et notamment, alors je vais vous épargner tous les articles, il y en a beaucoup, le Code de l'environnement, la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dit loi Elan, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, la loi climat et résilience, la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration 3DS et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, la loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux, la délibération du Conseil communautaire en date du 15 décembre 2022 prescrivant la révision du schéma de cohérence territoriale Labaule-Guérande-Agglo et définissant les objectifs et modalités de la concertation mise en œuvre à l'occasion de cette révision, les délibérations du Conseil communautaire des 11 avril et 26 septembre 2024 prenant acte des débats sur le PAS, projet d'aménagement stratégique, la délibération du Conseil communautaire du 24 avril 2025 tirant le bilan favorable de la concertation et arrêtant consécutivement le projet de révision du SCOT avant de le soumettre à la consultation des personnes publiques associées et des 15 communes de l'agglo, la lettre de notification de la délibération du Conseil communautaire du 24 avril 2025 précitée et ses annexes à la commune de Piriac en date du 2 mai 2025 en vue de statuer sur le projet de révision du SCOT. Considérant le rapport annexé à la délibération du Conseil communautaire en date du 24 avril 2025,
Considérant le projet de révision du SCOT dans sa formalisation arrêt joint à la délibération du Conseil communautaire du 24 avril 2025, annexe 2, et en particulier le PAS, le DO et les annexes cartographiques ainsi que les annexes du projet, considérant le courrier en date du 6 février 2025 adressé à Cap Atlantique Labaule, Guérande-Aglo, formalisant un retour étayé à la suite de la réunion des personnes publiques associées dans le cadre de la procédure de révision du SCOT qui s'est déroulée le 13 janvier 2025 en mairie de Piriac, considérant qu'il appartient à présent aux membres du conseil municipal d'exprimer un avis conformément au courrier de notification de la délibération du conseil communautaire du 24 avril précité et de ses annexes, il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux dispositions des articles L21, 21-20 et suivants du Code général des collectivités territoriales, d'émettre un avis favorable au projet de révision du schéma de cohérence territoriale arrêté de l'EPCI SCOT, de recommander une reconnaissance des secteurs de Terre-Neuve et Mélignac comme des secteurs déjà urbanisés au titre de la loi littorale et les ouvrant ainsi à l'urbanisation modérée et contenue dans de nouvelles enveloppes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Juste une petite, pourquoi les secteurs de Terre-Neuve et Mélignac, ça n'a pas été intégré en fait dans le... Et c'est une réflexion que vous avez eue après coup? Non, pas après coup, puisque ça a été demandé dans le cadre de l'élaboration. Au moment où justement il a été décidé de cibler les villages, enfin, c'est la loi littorale qui dit que les villages sont des espaces où il y a plus de 60 habitats diffus, et une loi auquel qu'on doit appliquer justement dans le cadre de notre PLU et du SCOT. Et donc cette loi, elle s'applique à tous les villages de moins de 60 habitats diffus. Et Terre-Neuve, comme Mélignac, sont effectivement concernés par cette loi littorale. On s'est rendu compte dans le cadre de l'élaboration, ça avait déjà été le cas en 2016, il y avait déjà eu la demande en 2016, donc on a refait la demande et pas que la mairie de Piriac. On est plusieurs communes, on doit être 5 communes à avoir des petits villages comme ça qui sont à peu près à 55 habitats et avec des dents creuses au milieu, avec des gens qui se demandent pourquoi eux ils ne peuvent pas construire alors qu'à droite et à gauche on peut. Donc voilà, donc on a voulu intégrer ça dans l'élaboration de ce nouveau SCOT. Comme ça avait déjà été fait sur le précédent, on a même un cas de jurisprudence, puisque le SCOT qui est en vigueur actuellement considère par exemple que Terre-Neuve n'est pas constructible. Notre PLU de 2013 considère que Terre-Neuve est constructible. Donc là, effectivement, il y a une problématique de compatibilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut réviser le PLU pour le mettre en compatibilité avec le SCOT. Mais ça, c'est un autre sujet. Là, on a un cas de jurisprudence, c'est qu'on a voulu accompagner un propriétaire de terrain pour rendre son terrain constructible. Donc, il est allé jusqu'au tribunal et il a été débouté, puisque c'est le SCOT qui s'impose dans le cadre de cette loi littorale. Donc là, l'idée, c'est quand même de revenir dessus. Donc ça va être inscrit à l'enquête publique qui va s'ouvrir là. Donc on n'est pas la seule commune à inscrire cette remarque et cette réserve, ce qui veut dire que ça peut encore être modifié. Alors on espère que ça peut l'être. C'est la loi littorale, donc c'est difficile de bouger une loi qui est nationale, mais on se dit que si on est plusieurs à le faire, peut-être que ça pourra fonctionner. Et puis de se dire comment on aura essayé, et puis même si ça ne fonctionne pas, on aura au moins essayé. D'autres questions ? Pas forcément des questions, mais davantage des observations. Effectivement, j'ai pris connaissance, comme chacun d'entre nous, des différents documents qui constituent le SCOT. Et c'est vrai que quand on en fait une lecture exhaustive, on sent que c'est une litanie de vœux pieux sur la manière d'aménager notre territoire dans le futur, où on essaye de préserver à la fois la chou, l'économie et l'écologie, enfin tout un tas de choses qui par nature sont assez inconciliables. Et je voulais vous dire que j'avais regardé le conseil communautaire et la seule élue qui a eu le courage de dire ce que je viens de dire, c'est vous, donc je voulais vous remettre les propos tenus, voilà. Oui, effectivement. Alors j'étais très étonnée d'ailleurs d'être la seule à prendre la parole parce qu'on a eu des réunions, on a eu beaucoup de réunions SCOT et eu beaucoup de débats sur ces sujets, sur les injonctions contraires. Effectivement,
On demande de construire, mais d'arrêter de construire. Il faut construire du logement, mais il ne faut pas construire. Donc oui, j'étais intervenue sur ce sujet. Et ces sujets revenaient souvent dans les débats dans le cadre du SCOT. Et étonnamment, je m'attendais à ce qu'on soit nombreux à le dire. Et effectivement, j'étais la seule. J'ai pu en parler avec mes collègues des autres communes ensuite. Ils m'ont dit, bah oui, bah bon, on n'aura pas... Ça m'a été pensé parce que c'était le rapporteur, mais Ouais, c'est pas facile à mettre en pratique. On a quand même, finalement très très peu de liberté de marge de manœuvre. Oui, oui, effectivement. C'est pour ça un petit peu que j'ai refait la délit pour qu'elle soit plus entendable, parce que... Ah, Rodolphe me dit que j'ai pas lu la fin. Donc il faut que je dise que la présente délibération exécutoire sera transmise à l'EPCI avant le 2 août 2025, afin que celle-ci soit intégrée au dossier d'enquête publique conformément aux dispositions de l'article 132-11 du Code de l'urbanisme. D'autres questions? Observations? Je vais changer de bord. Ah, il faut mettre les freins à la table, mais je crois que c'est de l'autre côté. La technique, c'est dur. Non, une petite question par rapport au PLU. Donc là, le SCOT, c'est quoi enfin, il y a 6 mois à peu près d'enquête publique, c'est quoi? Jusqu'à décembre. D'accord. Le SCOT sera arrêté complètement en décembre 2025. D'accord. Donc, et derrière, au niveau de notre PLU, on va pouvoir mettre en compatibilité, ce qui est plutôt bien. Si on refait l'histoire, si effectivement un PLU avait abouti en 2023, il aurait fallu le changer après 2025. Donc, on va pouvoir le mettre en compatibilité avec ce nouveau SCOT et améliorer le travail de notre responsable d'urbanisme qui doit tout le temps jongler entre les deux documents qui ne sont pas compatibles et qui souffrent parfois avec des concitoyens en face d'elle qui ne comprennent pas, mais c'est bien normal de ne pas comprendre quand tout est contredit. On va voter? Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. On va passer au sujet numéro 2. Finances, salle des sports de Cardigno, demande de subvention au titre du dispositif Plan 5000 équipements Génération 2024. Et je te laisse la parole, Philippe. Lors de sa séance du 3 juin dernier, le conseil municipal a autorisé Madame la maire à déposer une demande de subvention dans le cadre du dispositif Plan 5000 équipements Génération 2024 en vue de la réparation des pieds de poteaux de la salle des sports de Cardigno pour un montant initial de 45 000 €. Il apparaît toutefois que les dépenses liées au diagnostic et à la maîtrise d'œuvre peuvent également être éligibles à ce financement. Il est donc proposé de mettre à jour le plan de financement comme suit. Donc, maîtrise d'œuvre diagnostic 12 050 €, les travaux 90 000 €, le total donc pour 102 050 €. Donc nous allons solliciter 50% de ce montant de financement public, donc ça fait 51 025 et le solde sera fait en autofinancement. L'échéancier de réalisation de ce projet est le suivant. Date prévisionnelle du démarrage de l'opération, donc septembre 2025, et date prévisionnelle de fin de l'opération, décembre 2025. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser Madame la maire à solliciter une subvention d'État au titre du plan 5000 équipements Génération 2024. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Tant qu'on peut demander des subventions, on les demande. Donc on va voter. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Toujours les finances, installation de caméras de vidéoprotection, demande de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Et c'est toujours Philippe. Le FIPD a été abondé d'une deuxième enveloppe qui prévoit notamment dans son règlement que les programmes de vidéoprotection de voies publiques y sont éligibles. Les taux de subvention seront calculés au cas par cas dans le cas d'une fourchette allant de 20 à 50%. Il est donc proposé de déposer un dossier dont le plan de financement prévisionnel s'établit comme suit. Installation de caméras de vidéoprotection pour 38 808 €.
Raccordement électrique 15 581 € et 70 centimes. Équipement du local vidéo 2 725,94 €, soit un total de 57 115,64 €. Donc les sources de financement, donc financement public à hauteur de 50%, 28 557,82 € et les financements en fonds propres, 28 557,82 €. Voilà, pour un montant total de 57 115,64 €. L'échéancier de réalisation de ce projet est le suivant. Date prévisionnelle de démarrage de l'opération septembre 2025. Date prévisionnelle de fin de l'opération décembre 2025. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser Madame la maire à solliciter une subvention d'État au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, FIPD 2025. Merci Philippe. Vous avez des questions, des remarques? Toujours sur une demande de subvention. Très bien. Si peut-être juste pour rappel, c'est dans le projet, c'est quel secteur qui est prévu? Le secteur, c'est route de Mesquer, la ZAC et la ZAC du Pladreau. Et le poste de commandement à la police municipale. Voilà. C'est une première étape avec les relais radio qui vont bien. Voilà. Et peut-être que par la suite, on étendra le système, mais c'est un premier pas vers la vidéoprotection. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Sujet numéro 4, avenant numéro 1 au contrat avec l'entreprise Pépinière Environnement Service dans le cadre des travaux d'aménagement de la place Vignoboul. Et c'est Rodolphe qui prend la parole. Bien, dans le cadre des travaux d'aménagement de la place Vignoboul et conformément à la commission d'appel d'offres du 2 décembre 2024, la commune a attribué le lot paysage, ouvrages maçonnés, jeux et mobilier et signé un acte d'engagement avec la société Pépinière Environnement Service pour un montant de 272 306,14 €. Dans le cadre des travaux d'extension de la résidence Louis Cunin portée par le CISN, il convient de ne pas réaliser les travaux et aménagements prévus par la commune aux abords de l'EHPAD. En effet, le délai de réalisation des travaux du CISN et leur mise en œuvre ne coïncide pas avec la livraison de l'aménagement de la place Vignoboul. Après échange avec le CISN et Horizon des Ans, la commune supprime les aménagements aux abords de l'EHPAD. Cette phase courant 2027, mais doit à ce stade sortir du marché en cours qui prévoit une réalisation 2026. L'avenant numéro 1 a pour objet de prendre en compte des modifications de travaux apportées au marché de travaux d'aménagement de la place Vignoboul, notifié le 9 janvier 2025. Les modifications portent sur la suppression des travaux aux abords de l'EHPAD. Les travaux s'élèvent à la somme de 15 020,54 € hors taxe. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser Madame la maire à signer l'avenant numéro 1 avec l'entreprise Pépinière Environnement Service, portant le marché à 257 285,60 € pour le lot 2, paysage, ouvrages maçonnés, jeux et mobilier et tout document afférent. De dire que les crédits nécessaires Est-ce que vous avez des questions? Donc on ne va pas aller au bout de la phase 3 d'aménagement Vignoboul. Elle est reportée, c'est-à-dire qu'on la reportera après les travaux de l'EHPAD. Non, juste une observation, il est heureux qu'on ait eu cette intelligence de travailler et de pouvoir se mettre autour d'une table pour ce genre de choses. Peut-être que ça aurait pu être anticipé, mais en tout cas, c'est bien de le faire maintenant. Jamais trop tard. Alors oui, c'est qu'il y avait pas les mêmes problèmes. Il y avait un problème calendaire et des architectes qui ont travaillé ensemble pour essayer de voir au niveau du calendrier comment on pouvait faire. Donc ça a bougé. Les dates ont changé, pas les nôtres, mais celles de l'EHPAD. Les travaux de l'EHPAD ont un peu évolué. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Encore un avenant au contrat avec l'entreprise menuiserie
de la Loire dans le cadre des travaux de réhabilitation de bâtiments patrimoniaux en maison des associations Espace Jeunes, Espace Partagé à l'abri de la tempête. Et c'est de nouveau Rodolphe Béron. Dans le cadre des travaux de réhabilitation de bâtiments patrimoniaux en maison des associations et espaces jeunes et conformément à la commission d'appel d'offres du 15 octobre 2024, la commune a attribué le lot 8 menuiserie intérieure et signé un acte d'engagement avec la société Menuiserie de la Loire pour un montant de 112 579,87 € hors taxe. Les travaux ont révélé un état dégradé des linteaux bois. Une analyse a été réalisée le 9 mai 2025 par le bureau d'études mandataire CERBA. Il a notamment révélé la nécessité de remplacer 13 linteaux sur 20 par des linteaux métalliques 2HEB 120 avec protection anti-corrosion. Pour ce faire, la dépose-repose des menuiseries existantes est nécessaire. L'avenant numéro 1 a pour objet de prendre en compte des modifications de travaux apportées au marché notifié le 6 septembre 2024. Les modifications portent sur la dépose-repose des menuiseries intérieures. Ces travaux s'élèvent à la somme de 10 663,50 €. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser Madame la maire à signer l'avenant numéro 1 avec l'entreprise Menuiserie de la Loire, portant le marché à 123 243,37 € pour le lot 8, menuiserie intérieure et tous documents afférents. De dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget prévisionnel 2025. Des questions? Des remarques? C'est l'avis d'un chantier, il y a des avenants. Oui, c'est surtout de la réhabilitation et en fait, le diagnostic a été fait, les linteaux présentaient des faiblesses et donc, vu qu'on repart sur une construction saine, voilà, ce sont des travaux un peu obligatoires. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Donc, avenant numéro 2 au contrat avec l'entreprise Clément et Fils dans le cadre des travaux de réhabilitation de bâtiments patrimoniaux en maison des associations Espace Jeunes, Espace Partagé, à l'abri de la tempête. Et c'est de nouveau Rodolphe Béron. Donc en fait, cet avenant porte aussi sur la même problématique, mais pour un autre lot. Dans le cadre des travaux de réhabilitation donc, de bâtiments patrimoniaux, en maison des associations Espace Jeunes et conformément à la commission d'appel d'offres du 10 juillet 2024, la commune a attribué le lot gros œuvres maçonnerie et signé un acte d'engagement avec la société Clément et Fils pour un montant de 184 282,90 €. Un avenant numéro 1 a été signé le 3 juin 2025 portant le marché à 186 780,69 €. Les travaux ont révélé un état dégradé des linteaux bois. Une analyse a été réalisée le 9 mai 2025 par le bureau d'études mandataire CERBA, qui a révélé notamment l'analyse visuelle montre que la majorité des linteaux présentent une dégradation qui ne permettent pas de se projeter sur une durée de vie de 25 ans, durée de vie retenue. Seuls les linteaux du rez-de-chaussée, côté terre, moins exposés aux intempéries, sont en meilleur état. L'analyse conduit à préconiser le remplacement de 13 linteaux par des linteaux métalliques en I avec protection anti-corrosion. L'avenant numéro 2 a pour objet de prendre en compte les modifications de travaux apportées au marché notifié le 6 septembre 2024. Les modifications portent sur le remplacement de 13 linteaux en bois intérieur dégradés. Ces travaux s'élèvent à la somme de 10 103,35 €. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser Madame la maire à signer l'avenant numéro 2 avec l'entreprise Clément et Fils portant le marché à 196 884,04 € pour le lot 3, gros œuvres maçonnerie et tous documents afférents. De dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget prévisionnel 2025. Des questions? On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Encore un avenant, contrat avec l'entreprise Le Roll dans le cadre des travaux de réhabilitation et d'extension, cette fois-ci de l'école des Caporniers, Rodolphe.
Bien, dans le cadre des travaux de réhabilitation et d'extension de l'école des Caporniers, la commune a attribué le lot 11 chauffage, ventilation, plomberie et signé un acte d'engagement avec la société Le Roll pour un montant de 171 231,52 €. L'avenant numéro 1 a pour objet de prendre en compte le remplacement de radiateurs sous-dimensionnés dans les classes 4 et 5 de la partie primaire à l'étage pour un confort optimal. Le montant de ces travaux s'élève à 3 998,87 €. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser Madame la maire à signer l'avenant numéro 1 avec l'entreprise Le Roll, portant le marché à 175 230,39 € pour le lot 11, chauffage, ventilation, plomberie et tous documents afférents. De dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget prévisionnel 2025. Voilà, donc simplement, on avait un déficit de puissance des radiateurs et malgré la correction thermique, l'isolation thermique qui sera apportée à l'école, on avait quand même un sous-dimensionnement de ces radiateurs. Donc on a fait le calcul et effectivement il faut bien changer ces radiateurs. En fait les radiateurs comprennent aussi les vannes thermostatiques, la régulation associée. Merci Rodolphe. Des questions? On va voter. Qui est contre cet avenant? Qui s'abstient? À l'unanimité. Avenant numéro 1 au contrat avec l'entreprise Atelier de la Brière dans le cadre des travaux de réhabilitation et d'extension, toujours de l'école des Caporniers. Donc, dans le cadre des travaux de réhabilitation et d'extension de l'école des Caporniers, et conformément à la commission d'appel d'offres du 19 décembre 2024, la commune a attribué le lot 5 menuiserie intérieure bois et signé un acte d'engagement avec la société Atelier de la Brière pour un montant de 76 418,34 €. L'avenant numéro 1 a pour objet de prendre en compte la réalisation d'un socle en médium de 14 cm dans le placard de l'extension pour répondre aux exigences du plan prévention des risques littoraux qui concerne la parcelle objet de permis de construire. Le montant de ces travaux s'élève à 490,84 €. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser Madame la maire à signer l'avenant numéro 1 avec l'entreprise Atelier de la Brière, portant le marché à 76 909,18 € pour le lot 5, menuiserie intérieure bois et tous documents afférents, de dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget prévisionnel 2025. Des questions? Des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Sujet numéro 9, encore Rodolphe, pour l'avenant au bail à construction avec le CISN. Dans le cadre du projet d'extension de la résidence Louis Cuben, EHPAD, le groupe CISN, Résidence Locative SAH, a sollicité la commune, appuyée du gestionnaire Horizon des Ans, aux fins de proroger la durée de bail à construction signée les 4 et 28 octobre 1983. Un acte notarié complémentaire, signé les 27 et 29 janvier 2010, a permis de considérer les parcelles objets de l'extension de la résidence Louis Cuben réalisée en 2004 et d'octroyer à Espace Domicile, ancienne dénomination du CISN, un droit de superficie portant les parcelles assiettes de l'extension achevée en 2004, mais n'ayant pas fait l'objet d'un avenant au bail à construction. Aujourd'hui, un nouveau projet d'extension de la résidence Louis Cuben, porté par le CISN, doit permettre d'agrandir le restaurant et de créer de nouveaux espaces de soins à destination des résidents, le tout combiné à une isolation thermique par l'extérieur du bâtiment. C'est dans ce contexte que le CISN a sollicité une prorogation au bail à construction initiale par la signature d'un avenant. L'objectif de cet avenant est notamment d'intégrer les parcelles AB 205, AB 207, AB 814, objet de l'extension de 2004, d'intégrer le futur agrandissement à venir en 2026-2027, dont le permis de construire a été déposé le 13 juin 2025, de régulariser le découpage de la parcelle AB 112, de régulariser l'emplacement du groupe électrogène sur la parcelle AB 729, de proroger le bail à construction jusqu'en 2055. La commune de Piriac-sur-Mer est accompagnée par le notaire Maître Treillard dans la rédaction de cet avenant.
Afin de se conformer aux contraintes réglementaires en matière de bail à construction, le montant de la redevance doit évoluer au regard des conditions de 1983. C'est-à-dire que le service urbanisme a saisi France Domaine dans ce sens le 13 mai 2025. La complexité de la demande conduit France Domaine à solliciter une visite de l'EHPAD et ne pourra rendre son évaluation avant septembre, voire octobre 2025. Considérant la nécessité de signer un avenant au bail de construction de 1983 pour permettre la régularisation des travaux, de régulariser les évolutions foncières du bail déjà réalisé. Considérant la demande de CISN Résidence Locative de faire évoluer la durée du bail à construction de 1983 pour permettre d'asseoir le projet d'extension à venir de la résidence Wituben. Considérant l'obligation de disposer d'un avis des domaines fixant la valeur de la redevance définie dans l'avenant au bail à construction, considérant la possibilité pour les communes, dans le cadre d'une délibération motivée, de ne pas suivre l'avis des domaines eu égard à l'intérêt général du projet auquel elles se rapportent. Il est proposé au conseil municipal de donner un accord de principe sur l'avenant au bail à construction entre la commune de Piriac-sur-Mer et le CISN Résidence Locative, portant sur une régularisation foncière d'emprise du bail à construction et sur une prorogation de la durée à 2055. Une seconde délibération sera prise dès que l'avis de France Domaine sera connu. La commune se réserve la possibilité de ne pas suivre l'avis de France Domaine au motif de permettre la réalisation du projet d'extension reconnu d'intérêt général. Donc, vu l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêt du Conseil d'État permettant que la cession d'une propriété publique pouvait être effectuée en dessous de sa valeur réelle si elle poursuivait un objectif d'intérêt général, vu le bail à construction entre la commune de Piriac-sur-Mer et la société anonyme d'habitation à loyer modéré de Saint-Nazaire et de la région des Pays de la Loire, signé les 4 et 28 octobre 83, vu l'acte notarié signé les 27 et 29 janvier 2010 entre Cap Atlantique, Espace Domicile et la commune de Piriac-sur-Mer, il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, de donner son accord de principe sur l'avenant au bail à construction entre la commune de Piriac-sur-Mer et CISN Résidence Locative, portant sur une régularisation foncière d'emprise du bail à construction et sur une prorogation de la durée du dit bail à horizon 2055. De dire que la signature de l'avenant fera l'objet d'une seconde délibération détaillant les termes de l'avenant au bail à construction. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Des remarques, oui, quelques-unes, effectivement. Mais avant d'introduire mon propos, je voudrais dire deux choses. Je n'ai pas de difficulté avec tout ce qui est, effectivement, intégration des parcelles, régularisation du découpage de la parcelle AB 112. La difficulté que j'ai, elle est davantage avec cette volonté de proroger le bail jusqu'en 2055. Et je vois que M. Renaudot est présent. Donc si je venais à dire une bêtise, qu'il n'hésite pas à venir me corriger après le conseil municipal. Mais dans mon esprit, en 1983, lorsque les choses ont été faites par la commune pour financer la réalisation de son EHPAD. Je pense qu'à cette époque-là, la commune n'avait pas forcément les moyens d'engager des travaux d'une telle importance et qu'il a été fait le choix de trouver un mode de financement. Ce mode de financement, il fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on a ce bail à construction qui est l'objet de la délibération d'aujourd'hui, qui vise à la commune à donner à bail le terrain pour, je le rappelle quand même, 1 euro symbolique, ce qui veut dire que depuis 1983, le CISN nous a versé la somme magnifique de 42 euros. Et en échange de quoi le CISN donnait, lui, à bail, cette fois-ci, à notre association Horizon des Ans, les locaux qu'ils avaient construits. Il est étant précisé que dans un bail à construction, dont l'échéance était fixée initialement en 2037 et dont on nous demande de proroger aujourd'hui jusqu'en 2055, lorsque le bail à construction arrive à échéance, le bailleur, c'est-à-dire la commune, récupère le bien. Alors,
il se trouve que le bail nous a été communiqué, les dispositions du bail, c'est très clair, on récupère le bien. Dans ce cas, si on ne récupère pas le bien, on ne peut pas être à 1 euro symbolique. En revanche, le montant du bail doit être supérieur. Donc voilà. Donc ça, c'est pour fixer un peu le cadre. Et j'ai le sentiment, effectivement, que aujourd'hui, l'association Horizon des Ans est confrontée à une problématique qui est la réalisation de ces travaux. Cette problématique, elle s'articule en 2 points. D'abord, la conduite des travaux, parce que c'est pas le rôle de Horizon des Ans de se faire maître d'ouvrage. Et puis on le voit avec tous les avenants qu'on a votés aujourd'hui, c'est quand même pas quelque chose de très simple. Donc je peux comprendre ça. Et il y a une deuxième difficulté qui est encore plus importante, je pense, c'est que elle n'a pas les moyens de trésorerie. Éventuellement de contracter un prêt. Alors il y a aussi cette notion de propriété, parce qu'en réalité ceux qui sont propriétaires aujourd'hui de l'immeuble, c'est résidence locative, donc ce point-là doit être effectivement regardé plus précisément, mais ce qui les bloque, c'est ce financement. Et quand je disais tout à l'heure, je parle sous le contrôle de Monsieur Renaudot, dans les charges de fonctionnement, les charges fixes de l'établissement se trouvent les charges, comme beaucoup, les charges de personnel en premier lieu. En deuxième ou en troisième point, je ne sais plus si c'est les fluides, voilà, mais le troisième point, c'est le fameux montant de ce loyer qui est versé depuis 1983, maintenant 1984, je pense, parce que le bâtiment devait être livré en 84, qui est payé par Horizon des Ans au CISN. Alors maintenant, c'est résidence locative. Mais depuis 1983, il y a un loyer très conséquent, puisque si c'est la troisième charge fixe à l'intérieur du budget de l'EHPAD, on peut se penser que je n'ai pas le montant du loyer exact, peut-être l'avez-vous, je ne sais pas, mais à mon avis c'est une charge très importante pour Horizon des Ans. Et en fait, je me disais que c'était quand même dommage de rebasculer dans un système qui vise à reconfier un bail à construction à Horizon, à résidence locative, et de se retrouver à refinancer encore une fois et demie, peut-être voire 2 fois le montant des travaux que l'on a aujourd'hui l'EHPAD. Alors, je ne peux pas vous mettre ma tête sur le bio, voilà, mais j'aurais tendance à penser que depuis au moins 10 à 15 ans, il est payé. Hein, et qu'aujourd'hui, toutes les sommes qui sont versées à titre de loyer par Horizon des Ans à résidence locative sont des sommes qui sont aujourd'hui du pur bénéfice pour la résidence locative. C'est pour ça qu'à l'occasion de ces travaux qui sont effectivement nécessaires, je pense qu'on aurait pu peut-être s'interroger sur une autre méthode de financement, et une méthode de financement qui nous permet de récupérer en 2037 le bâtiment. Et dans la délibération, on nous parle d'intérêt général. C'est des remarques de fond que je fais là, je ferai des remarques de forme après. On nous parle d'intérêt général, mais moi, ce que je souhaiterais, c'est que si on doit faire un bail dérogatoire à 1 euro symbolique, on ne le fasse plus à résidence locative à compter de 2037, mais qu'on le fasse directement à Horizon des Ans, et qu'on supprime cette charge de son bilan et qu'on lui donne ainsi la possibilité de voir un avenir dont on sait que pour les EHPAD, il peut être compliqué. Donc ça, c'est pour ça que je pense qu'on aurait intérêt, alors on donne un accord de principe, mais je pense qu'on aurait intérêt à revoir les choses, parce que là, on va se réengager et on va repayer, Horizon des Ans va repayer quelque chose, quelque chose qui aujourd'hui pourrait être payé de manière différente. Ça, c'est un peu sur le fond. Sur la forme maintenant, effectivement, j'ai regardé la jurisprudence commune de Fougerolles. À mon sens, elle dit bien qu'on peut aller à l'encontre de l'avis des domaines, mais encore faut-il la voir. Alors on l'aura en septembre, mais on peut y aller qu'à condition qu'on justifie qu'on a un intérêt général qui nous permet de déroger aux règles de droit commun et d'accorder un bénéfice particulier. Voilà, ce bénéfice particulier, je vous l'ai dit, c'est la première partie de mon intervention, je voudrais qu'on l'accorde à Horizon des Ans. Et à mon avis, je vais en finir là, il n'y a pas d'intérêt général particulier à ce que Résidence Locative fasse les travaux. Voilà, ça ne rentre, à mon avis, ça ne rentre pas dans l'intérêt général. Alors, nous vivons dans un département où, normalement, lorsqu'un conseil municipal prend une décision,
Cette décision est examinée dans un délai raisonnable par le bureau de contrôle de la légalité et de la citoyenneté qui se trouve à la préfecture de Nantes. Mais manifestement, il leur faut en règle générale 1 an et demi pour nous faire une réponse. Mais à mon avis, sur l'intérêt général, on n'y est pas. Et surtout, l'arrêt que vous citez là, il dit quand même qu'on doit avoir l'avis des domaines avant de se prononcer, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'aurais presque tendance à dire que l'avis des domaines, on devrait l'avoir dès aujourd'hui pour pouvoir donner cet accord de principe. Ça, c'est une chose. Et puis, je rappelle cet arrêt commune de Fougerolles. La commune de Fougerolles a vendu un terrain à 1 franc à une SARL, à charge pour elle d'aller créer 5 emplois sur la commune. C'était ça l'intérêt général. Par contre, elle avait l'avis des domaines et elle avait prévu que si les 5 emplois n'étaient pas créés dans le délai de 5 ans, il paierait le montant de l'avis des domaines, les 36 000 francs qui étaient fixés par l'avis des domaines. Donc effectivement, on peut se départir de l'avis des domaines quand on l'a, mais on ne peut pas s'en départir quand on ne l'a pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donner un accord de principe dans ces conditions, ça me semble un peu compliqué. Alors, ça sera, si on était retoqué, ça sera dans 1 an et demi. Alors, on peut y aller tranquillement, hein. Le bâtiment, les travaux seront peut-être faits, mais voilà. Voilà quelles étaient mes observations, en fait. Concernant l'intérêt général de faire l'extension de cette résidence nous a été démontré par l'association Horizon des Ans. L'obligation de mise aux normes, l'agrandissement de la restauration, c'est des choses qui sont au service de nous aider. Donc l'intérêt général, il est bien là. Concernant l'avenant et l'accord de principe qu'on fait aujourd'hui, l'accord de principe permet notamment au CISN de pouvoir faire un emprunt pour faire les travaux justement de cette EHPAD, un emprunt qui a une valeur que la mairie de Piriac n'aurait probablement pas pu mettre. C'est ce qui s'est passé en 83. C'est un peu ce qui se fait pour les bails à construction. C'est quelque chose qui se fait énormément, de plus en plus. Les communes mettent en bail à construction des terrains parce qu'elles n'ont pas les moyens, même des collectivités, parce qu'on le fait au niveau des zones d'activité à Cap-Atlantique, pour ne pas mettre l'argent public directement dans ces services de construction. Donc là, on est autour de plus de 3 millions de travaux, donc on ne les a pas, clairement. D'ailleurs, vous l'avez clairement dit qu'on avait dépensé beaucoup, donc on n'allait pas redépenser 3 millions d'euros pour des travaux qui sont urgents. La contractualisation entre le CISN et Horizon des Ans, c'est quelque chose qui ne nous regarde pas en tant que commune. On n'a pas de droit de regard dessus. On n'a d'ailleurs pas de droit de regard sur le fonctionnement même de l'EHPAD. On a un regard bienveillant, mais on n'a pas à juger que ça se passe bien ou mal. Là, nous, ce qu'on voulait et ce que veut Horizon des Ans, c'est que ces travaux débutent vite. C'est pour ça qu'on fait cet accord de principe. On redélibérera quand on aura l'estimation de France Domaine. Il faudra effectivement revenir sur cette délibération. On ne sera pas à 1 euro symbolique, ça c'est évident. Mais donc il y aura un loyer qu'il faudra définir, qu'on n'espérera pas trop élevé. Et puis l'information aussi, c'est de se dire que le CISN, il entretient le bâtiment, il a quand même des charges. Et 1 euro dépensé pour la maison de retraite, c'est l'euro reversé d'Horizon des Ans vers le CISN. Il n'est pas là pour faire des bénéfices. Et on fait beaucoup appel au CISN. Par exemple, on a fait appel à l'établissement public foncier pour acheter du foncier et du terrain pour faire du bail réel solidaire, qui est un peu le même principe. Et ce bail réel solidaire, donc les appels qui ont été faits, c'est le CISN, c'est Silène. Ce sont des organismes qui sont là pour ça. Ça enlève bien des contraintes aux communes qui n'ont pas les moyens ni humains ni financiers de gérer ces grosses constructions et ces grosses opérations. Ce n'est pas même une agglo ne le fait plus. Ça veut quand même dire que voilà, on change de mode de fonctionnement. Le bail et construction, c'est vraiment la meilleure façon de faire avancer des projets quand la commune n'a pas ni les moyens financiers ni les moyens humains, et c'est le cas. Donc après avoir rencontré plusieurs fois le CISN, plusieurs fois Horizon des Ans, voilà, il a été décidé pour aller vite, puisque le permis est déposé, mais que l'emprunt de CISN n'a pas pu être contractualisé faute de documents administratifs émanant de la mairie.
de faire cette délibération aujourd'hui, sachant qu'on reviendra probablement après l'été sur une nouvelle délibération avec un montant qui sera donné par les domaines. Juste une petite réponse rapide. Sur l'intérêt général, je suis désolé, je reste sur ma position. À mon avis, si c'était examiné, le fait que le CISN fasse les travaux sur la résidence, il n'y a pas d'intérêt général. Mais bon, ça se discute, ça se débat. Par contre, un point qui, moi, me pose problème, c'est-à-dire que vous venez nous expliquer que la relation mairie-CISN, c'est nous, ça nous concerne. Vous venez nous expliquer qu'en revanche, Horizon des ans, CISN, là, ça ne nous concerne plus. Par contre, dans ces cas-là, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un hiatus intellectuel à venir nous dire qu'on est dans l'intérêt général quand ils font les travaux? Parce que justement, c'est dans l'intérêt de l'EHPAD. Si c'est dans l'intérêt général, s'il y a de l'intérêt général, la relation Horizon des ans CISN, ça pour regarder. Intellectuellement, il y a un hiatus de ce Alors, ce qui n'empêche pas, comme je l'ai dit, qu'on se soit rencontrés, qu'on ait échangé et qu'on a entendu la demande aussi bien du CISN qu'Horizon des ans pour que ces travaux puissent avancer vite. Tout à l'heure, on a fait une délibération justement pour arrêter les nôtres de façon à ce qu'ils puissent avancer dans des temps raisonnables. Et c'est une obligation. Et de leur part, c'est ce qu'ils nous ont expliqué, nous, la contractualisation qu'il y a entre eux et le CISN ne nous regarde pas. On a par contre, nous ce qu'on souhaite c'est que ça fonctionne, que chaque partie y trouve son intérêt et surtout le parti effectivement d'Horizon des ans. On a tout intérêt à ce que Horizon des ans se sente pas spolié, mais on n'a pas à intervenir plus que ça. C'est d'autant plus faux qu'il y a une interdépendance entre le bail à construction et le bail qui est donné par le CISN. Voilà, ça figure dans le bail à construction qui est au visa de la délibération. Alors, donc, mais on n'a pas accès à ce bail. On n'a pas ce bail. On n'a pas le bail entre le CISN et Horizon des ans. On n'a pas accès. Et quand même, pour information, on ne sait pas ce qui peut advenir demain. Horizon des ans peut arrêter de gérer la maison de retraite. Et on fait quoi avec cet avenant qu'on aurait fait jusqu'à 2055 ? Et on fait quoi avec cette charge fixe qu'on inscrit jusqu'en 2055 dans son bilan ? On aurait eu la même, voire plus, si la commune avait pris elle-même la reprise d'une maison de retraite. Et comme je l'ai déjà dit, les communes gérant les maisons de retraite, c'est plutôt rare. Il faut quand même avoir un petit peu de compétences en la matière. Mais vous le dites, mais manifestement, nous ne le saurons jamais. Tout à fait. On va voter ? Oui. Comme il faut voter et que je vais être contre ces délibérations, c'est juste pour le justifier auprès des concitoyens. Je le fais simplement à regret, mais je trouve que la méthodologie et la manière dont ça arrive sur 3 jours avant le conseil municipal est déplorable. Je crois que c'est depuis le mois de septembre l'année dernière que j'aurais aimé qu'on aborde des sujets pour travailler en bonne intelligence avec Horizon les ans et les accompagner, quel que soit leur projet. Et là, c'est dommage qu'on arrive dans cette position-là à devoir voter des choses pour lesquelles on n'a même pas de support. Donc c'est dommageable. Très bien. Qui est contre ? 4 ? 4, oui. Qui s'abstient ? Adopté. 10e sujet et dernier sujet, participation financière de la commune à l'OGEC, école Notre-Dame du Rosaire, et c'est Floriane Bignon qui va présenter. La commune de Piriac-sur-Mer contribue au financement de l'école privée de Notre-Dame du Rosaire sous contrat d'association afin de garantir son fonctionnement. Cette contribution est encadrée par l'article L 442-5 du Code de l'éducation qui impose aux communes de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. La loi 2019-791 du 26 juillet 2019, dite pour une école de confiance, a abaissé l'âge de l'instruction obligatoire de 6 à 3 ans et emporte de fait l'obligation de financement des classes maternelles privées sous contrat dans les mêmes conditions que les classes maternelles publiques. Le montant communal est calculé annuellement en fonction d'une part des dépenses de fonctionnement de l'école publique des Caporniers et d'autre part du nombre d'élèves scolarisés dans l'école au premier jour de la rentrée de septembre, enfants dont la famille est domiciliée à Piriac-sur-Mer.
Donc l'évaluation du coût moyen d'un élève du public, donc pour 2025, en maternelle, ça s'élève à 3 050,18 €. Pour les élémentaires, à 869,63 €. Pour rappel, l'année dernière, pour les maternelles, on était à 2 702,35 € et pour les élémentaires, à 818,97 €. Étant précisé qu'outre cette participation, la commune de Piriac-sur-Mer s'investit également fortement dans le secteur de l'éducation par le biais des actions mises en place dans le cadre du projet éducatif du territoire. De dire que l'évaluation du coût moyen par élève a été présentée lors de la commission École, Restauration, Enfance, Jeunesse du 24 juin 2025, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'éducation, vu la convention entre la commune et l'OGEC Notre-Dame du Rosaire, il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'arrêter les montants de la participation financière de la commune aux dépenses de fonctionnement des classes de l'école maternelle et élémentaire privée sous contrat d'association pour l'année 2025-2026 à 3 050 € par élève périacais scolarisé dans une classe maternelle, 869,63 € par élève périacais scolarisé dans une classe élémentaire. De préciser que les crédits sont inscrits au budget primitif de l'exercice 2025, de donner tout pouvoir à Madame la maire ou son représentant pour l'exécution de cette décision. Des questions, des observations? Oui, une seule observation, effectivement. Je vais voter bien volontiers ces dépenses de fonctionnement. Je m'étais opposé par le passé au principe du vote des dépenses d'investissement. Vous m'aviez dit que l'AMF était catégorique à l'époque. J'ai pris la peine d'interroger la dame qui gère ces difficultés juridiques au sein de l'AMF au mois de décembre l'année dernière. En ne voyant rien venir au bout d'un mois, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je la réinterroge. Et manifestement, la réponse ne devait pas être, elle n'aurait pas dû être aussi catégorique, parce que la réponse qu'elle m'a faite au bout d'un mois, c'est de me dire: j'ai interrogé ma fédération nationale et le service juridique. Ils doivent m'apporter des éléments de réponse que je ne manquerai pas de vous transmettre à réception. Bon, vous devinez, je les attends toujours et je les attendrai toujours parce qu'ils n'existent pas. Ok. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. On a épuisé l'ordre du jour, mais avant de clôturer la séance, je voulais vous annoncer une nouvelle majeure pour la commune. Le jury régional a officiellement attribué à Piriac-sur-Mer l'homologation Petite Cité de Caractère, une reconnaissance qui a été validée par la Commission nationale la semaine dernière. Donc cette distinction récompense l'engagement collectif, la volonté politique affirmée de notre équipe municipale et surtout le travail remarquable de l'ensemble des agents communaux que je remercie sincèrement. Merci aussi à tous les habitants qui ont contribué par leurs gestes, leur soutien et leurs initiatives à l'embellissement et à la valorisation de notre patrimoine. Cette reconnaissance ne marque pas une fin, mais un élan. Les efforts seront poursuivis et amplifiés pour que Piriac continue à faire vivre et rayonner le patrimoine et l'histoire de Piriac pendant des années. Donc on est au moins labellisé pour 3 ans. Donc, je tenais à le dire. La séance est close. Je vous souhaite un très bel été à tous. On se revoit le 23 septembre. Merci.